Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que nous allons découvrir une ville que j'affectionne tout particulièrement, qui est Buenos Aires. Alors encore une fois, installez-vous confortablement. Nous allons passer un bon petit moment ensemble, en partant pour l'Argentine, pour Buenos Aires. Rien que de nommer ces noms, déjà en voyage, l'Argentine avec tous ses grands espaces, un pays continent qui a beaucoup à offrir, de la Patagonie au sud bien évidemment jusqu'à la région de Salta et aux missions jésuites du Nord, jusqu'aux chutes d'Iguassou. Bref, c'est un pays vraiment qui n'attend que vous pour aller le découvrir ou le redécouvrir. Et puis Buenos Aires, Buenos Aires, c'est la ville qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors c'est une ville que je trouve fascinante, que j'ai beaucoup de plaisir à découvrir et à faire découvrir lorsque j'ai la chance de pouvoir y aller. Et donc nous allons aujourd'hui découvrir l'intérieur de cette ville avec les quartiers les plus emblématiques, son histoire et son architecture. En fait, Buenos Aires, c'est un beau mélange, c'est un mariage harmonieux et réussi entre l'Europe, la vieille Europe comme on l'appelle, et puis le nouveau continent avec cette énergie, cette atmosphère très américaine, mais en plus avec cette mentalité très latine. Vous mélangez tous ces ingrédients et vous obtenez la fascinante Buenos Aires. Alors, pour bien situer Buenos Aires, importance d'avoir des cartes sous les yeux. Donc, voilà une carte que je trouvais assez bien faite pour pouvoir bien situer justement la ville de Buenos Aires sur la partie est de l'Argentine. Vous voyez que nous sommes vraiment sur la partie de l'océan Atlantique. Alors, c'est un pays, je vous l'ai dit initialement, qui est un pays continent. En termes de superficie, vous voyez qu'on est à plus de 2 millions de kilomètres carrés, ce qui place l'Argentine comme le 8e plus grand pays du monde. Alors effectivement, on va du sud avec Ushuaia jusqu'au nord, vous avez évidemment toutes les grandes villes que vous pouvez voir maintenant sur cette carte. Nous avons évidemment la frontière avec le Brésil, qui est un endroit vraiment très impressionnant. Vous avez la ville de Santa Fe, vous avez Cordoba, Mendoza, bref, que des noms évidemment évocateurs de cette riche et de cette ancienne histoire coloniale, certes, liée à la couronne espagnole. Alors, vous voyez que c'est assez peu, la densité est assez faible, 16 habitants par kilomètre carré, mais vous avez quand même plus de 45 millions d'habitants, en sachant que le Grand Buenos Aires concentre un tiers de cette population. Donc, c'est dire si Buenos Aires est vraiment le cœur battant de l'Argentine. Alors voilà, nous avons maintenant zoomé, on va se rapprocher de la ville de Buenos Aires. Donc vous l'avez constaté, Buenos Aires n'est pas sur l'océan Atlantique. Vous avez plus de 200 kilomètres qui séparent la ville elle-même des premières plages de l'océan proprement dit. Non, Buenos Aires, un peu comme Bordeaux, un peu comme Lisbonne, ce sont des villes qui sont sur un estuaire. Et là, évidemment, nous sommes avec des tailles d'estuaires à l'échelle, évidemment, du continent, c'est-à-dire gigantesque. Et nous sommes vraiment à la jonction entre le Rio Uruguay et le Rio Paraná. Vous avez ici, sur la gauche de ce plan, l'indication de ces noms. Et bien évidemment, de l'autre côté de ce Rio de la Plata, vous avez l'Uruguay, avec l'autre grande ville importante sur l'autre côté, avec Montevideo. Alors, vous voyez ici, la situation est assez importante pour bien comprendre justement l'histoire et l'évolution surtout de la ville de Buenos Aires. Alors le Rio de la Plata, ne serait-ce que dans l'étymologie, en espagnol, plata, vous le savez certainement, veut dire l'argent. De même que, ça tombe bien, le mot même d'Argentine. Argentine, c'est l'argent. Bref, on est dans une zone où au XVIe siècle, l'époque où les colons européens vont découvrir cet endroit, vont être frappés par ces légendes et évidemment par les colifichets qu'on va s'échanger avec les premières tribus amérindiennes que l'on va rencontrer sur place. Donc beaucoup d'argent, il y a le fameux mythe de Potosi en particulier, et puis vous avez tous ces mythes et légendes qui se rapportent à la richesse et à cet argent qu'on peut trouver dans cette région, d'où le nom de Rio de la Plata et de l'Argentine.
Nous allons maintenant regarder et prendre un petit peu de hauteur. On va se prendre un peu pour Thomas Pesquet et on va prendre cette photo vue depuis un satellite. Alors, vous avez ici, vue évidemment du nord-ouest, vous avez sur la partie droite, regardez cette grande tache plutôt blanche. Là, c'est Buenos Aires. Regardez la taille gigantesque de cette ville. Vous pouvez vous amuser en haut à gauche à voir la petite tache blanche qui correspond à Montevideo, qui elle véritablement est sur l'Atlantique. Et là, vous voyez évidemment cette grande tache plutôt brunâtre qui indique tous les limons, toute cette eau saumâtre, l'eau qui provient encore une fois de ces deux rivières qui sont des fleuves très impressionnants et qui vont évidemment se déverser et rencontrer l'eau salée de l'océan Atlantique. D'où cette couleur, tout ce limon qui est charrié et qui va entraîner évidemment cette modification sur la coloration. Donc vous avez 220 km dans la partie la plus large de cet estuaire et puis la partie où se trouve Buenos Aires, on a à peu près une cinquantaine de kilomètres pour arriver sur la partie de l'Uruguay. Donc voilà déjà une situation importante pour bien comprendre justement la géographie de la ville. Alors Buenos Aires, voilà une très belle carte qui vous montre Buenos Aires de nuit, bien évidemment, avec cette lumière qui marque bien l'empreinte géographique de la ville. Alors quelques indications que vous trouverez également à côté de cette photo. 3 millions d'habitants pour la ville même de Buenos Aires. Vous avez à peu près presque 15 millions maintenant, les chiffres ont un petit peu grossi depuis 2012, donc environ 15 millions d'habitants pour l'aire urbaine du Grand Buenos Aires, dont je vous disais, c'est pratiquement un tiers de la population totale de l'Argentine qui se trouve concentrée dans cette ville magnifique que nous allons maintenant découvrir. Buenos Aires, c'est tout d'abord un port. Alors ce port, le nom même de Buenos Aires veut dire en espagnol bon vent. Alors vous avez un petit texte qui vous indique justement l'origine, l'étymologie de ce bon vent. C'est en fait le fondateur de la ville, Juan de Garay, qui a nommé ainsi cette ville en référence à une vierge. C'est la vierge qui était vénérée en Sardaigne, à Cagliari, et qui porte le nom, vous voyez en français, de Très Sainte Trinité et Port de Notre-Dame du Bon Vent. C'était la sainte patronne protectrice des marins, des aventuriers, des explorateurs au XVIe siècle. Voilà pourquoi la ville, par déformation évolutive, va s'appeler Bon Vent, Buenos Aires, Buenos Aires. Alors Buenos Aires, comme vous l'avez ici sur la carte, va être dissocié en plusieurs grands quartiers. Il faut bien avoir conscience que ces quartiers ont vraiment une caractéristique, une individualité qui leur est propre. Nous avons tout au nord Belgrano, vous avez le grand quartier de Palermo, assez chic, vous avez Recoleta, connu pour son célèbre cimetière que nous allons voir dans quelques instants, là aussi très huppé, c'est le quartier des ambassades en particulier, le quartier du Retiro, qui est en plein centre, vous voyez, alors là c'est plutôt les grands jardins, les espaces verts. Vous avez Saint-Nicolas, Montserrat, alors Montserrat c'est vraiment le centre géographique et institutionnel de la ville de Buenos Aires. Vous avez San Telmo, petit quartier mais plein de charme, c'est là où vous avez cette architecture coloniale, où vous avez les antiquaires, et puis l'emblématique La Boca, la bouche littéralement, que nous allons voir bien évidemment dans quelques instants. Et puis le dernier né, c'est Puerto Madero, vous voyez, qui est vraiment ici sur l'eau, c'est le port bien évidemment. Là aussi, nous terminerons cette conférence par une vision très futuriste d'un autre visage de Buenos Aires dirigé vers l'avenir. Alors voilà, de nouveau cette petite carte que je trouve assez amusante et qui synthétise bien justement cette impression d'architecture européenne, de grands espaces, de grandes avenues qui ne sont pas sans rappeler les avenues de Madrid ou les grandes avenues évidemment de New York. Donc ici vous avez quelques petits éléments, vous pouvez vous amuser à reconnaître à gauche Puerto Madero avec le premier petit pont à l'extrême gauche tout en bas de la carte, un peu plus haut la Casa Rosada, le siège de la présidence argentine, et puis l'emblématique et très ancien Cabildo, toujours à gauche de la carte, vraiment le cœur battant et historique de la ville. Et puis le grand bâtiment au centre de cette carte est indiqué Congresso, là c'est le siège du pouvoir législatif. Tout ceci, évidemment, nous allons le revoir maintenant.
Mais pour bien comprendre Buenos Aires, il faut remonter un petit peu dans le temps et nous sommes au XVIe siècle. Alors, le premier Européen qui arrive dans cet estuaire du Rio de la Plata, il s'appelle Juan de Solis et il va arriver là en 1516. Alors, il ne va pas laisser une colonie, il ne va pas s'implanter durablement. Il faudra attendre un certain Pedro de Mendoza pour faire la première fondation de la ville en 1536. Mais c'était sans compter évidemment les Amérindiens qui vont dévaster, qui vont détruire cette première colonie. Il faudra attendre le monsieur que vous avez à gauche, qui est maintenant devant vous, qui s'appelle Juan de Garay, qui lui va arriver avec évidemment ses galions, avec ses grands navires, qui représentent les couronnes évidemment de l'Espagne et qui va faire ce que l'on appelle la deuxième fondation de la ville en 1580. Et c'est de cette date-là que vous avez le blason que vous avez maintenant à droite, qui symbolise eh bien, cette arrivée européenne, ces conquistadors qui viennent pour coloniser et pour évidemment récupérer les richesses qui peuvent transiter dans cette partie de l'Amérique du Sud. Alors voilà justement une des rares représentations de Buenos Aires, ça a bien changé certes en 1536, vous voyez que c'était un fortin, c'est un fort avec une grande palissade qui était assez dérisoire, il faut bien le reconnaître, pour lutter contre les Amérindiens qui évidemment étaient très présents. Et l'histoire de Buenos Aires eh bien, est assez difficile pour les premiers colons qui sont un peu laissés pour compte par la couronne espagnole qui préfère eh bien, développer tous les ports que vous avez sur le Pacifique. À cette époque-là, eh bien, c'est surtout Lima qui est la capitale de cet empire colossal, empire évidemment sous la tutelle de l'Espagne. Et donc, Buenos Aires est laissée complètement dépourvue. Vous avez que 2 bateaux par an qui font la liaison. Et encore, il y a des années où on a la preuve qu'il n'y a aucun bateau qui vient ravitailler, qui vient en tout cas donner un lien avec Buenos Aires et les habitants, les colons, eh bien, de survivre avec ce qu'il y a sur place, c'est-à-dire des bovins. C'est le travail du cuir qui sera initialement la première activité sur place. Et puis ensuite, ce seront les petits trafics, ce sera la contrebande qui sera à l'origine du développement et de l'importance commerciale de Buenos Aires. Mais accentuons et accélérons un petit peu pour aller maintenant vraiment dans ce que je vous disais, le cœur, non pas forcément historique, mais le cœur battant politique de la ville elle-même. C'est la place des Maillots ou place de Mai. Alors, il y a un petit jeu de mots parce que vous le savez, en Espagne, eh bien, il y a la Plaza Mayor, qui est la grande place dans toutes les villes qui étaient sous la tutelle de la couronne espagnole. Et puis ici, vous avez évidemment la Révolution de mai qui est faite référence. J'en parle dans quelques instants. Je vous laisse apprécier la taille, le gigantisme de cette place. En fait, c'est la réunion de 2 places que vous avez qui constituent cet ensemble à l'architecture assez hétéroclite. À l'extrême gauche, vous apercevez déjà les colonnes de la grande cathédrale. Au premier plan, tout de suite, avec la tourelle blanche, c'est le fameux Cabildo. Et puis à droite, le grand bâtiment assez plat, vous voyez, qui est de couleur rose, c'est la fameuse Maison Rose, Casa Rosada, le siège de la présidence argentine. Alors c'est une place qui fait 200 mètres sur 100 mètres, c'est 2 hectares, donc c'est l'une des places les plus importantes, et c'est là où vous avez les réunions, les manifestations, les mouvements de grève, vous avez les fameuses mères de mai qui sont évidemment ancrées dans cette histoire de la place. Et donc, c'est là où tout se passe, bien évidemment. Alors voilà une autre vue de cette place avec de magnifiques palmiers qui ont d'ailleurs été offerts par le Brésil, tout proche. Et puis, on retrouve le fameux Cabildo à droite. Alors, c'est un petit bâtiment, comme vous le voyez, qui était l'expression même de l'autorité espagnole avec un vice-roi qui était nommé et qui s'installe dans cette antenne qui représente donc le souverain espagnol. Et ce cabildo eh bien, a eu une activité, vous voyez, depuis la fondation de la ville, 1581, jusqu'à la suppression de cette institution qui aura lieu en 1821. Le voici de plus près. Alors, vous voyez que c'est un bâtiment qui est typique dans l'architecture coloniale espagnole. Nous sommes avec un bâtiment du XVIIIe siècle, comme vous le voyez indiqué,
qui a été remanié à de nombreuses reprises, qui était beaucoup plus important au XVIIIe et au XIXe siècle, et puis qui, miraculeusement, eh bien, a échappé à la démolition dans les années 1930, pour voir, eh bien, comme un phénix renaître de ses cendres, et puis dans les années 40, eh bien, d'être maintenant une institution muséale. Donc c'est très intéressant de rentrer à l'intérieur, ne serait-ce que pour voir le bâtiment. Vous avez un magnifique petit jardin, petit patio, très agrémenté par beaucoup d'essence et un petit café très sympathique. Voilà donc cette institution qui représente l'autorité espagnole à Buenos Aires, donc le vice-roi d'Espagne. Alors voici justement, toujours sur la place de Mai, l'autre grand bâtiment important, qui est vraiment à quelques mètres seulement du Cabildo. Là, vous avez la cathédrale métropolitaine de Buenos Aires. Alors cette cathédrale, elle est du XVIIIe siècle. Vous voyez que l'architecte, c'est un architecte français qui va réaliser cette colonnade impressionnante, 12 colonnes à l'image des 12 apôtres, un fronton triangulaire qui le surmonte. L'architecte s'est d'ailleurs inspiré du Palais Bourbon, donc l'Assemblée nationale de Paris, pour être le modèle de l'architecture de cette immense cathédrale. Alors le sujet principal du fronton, ça va être eh bien l'union, la réconciliation. Vous avez une représentation de Jacob et de son fils Joseph. Nous sommes en Égypte. Il y a d'ailleurs quelques éléments décoratifs qui font écho à cette histoire. Cette union, elle va être importante dans l'histoire même de l'Argentine et de Buenos Aires, entre ce que l'on appelle les unitaires au niveau politique et les fédéralistes. Rentrons maintenant à l'intérieur de la cathédrale métropolitaine. Là, évidemment, c'est du classicisme avec eh bien, des éléments baroques. C'est un petit mélange qu'on appelle le style colonial espagnol. Donc, c'est une cathédrale quand même très importante. Et puis, dans cette cathédrale, eh bien, non seulement vous avez une très belle architecture, des beaux éléments, en tout cas décoratifs, et puis lorsque l'on va sur la droite, par rapport à la nef principale, eh bien, nous arrivons dans le mausolée, en tout cas dans le monument qui rend hommage eh bien, au personnage peut-être le plus important dans l'histoire de l'Argentine, et c'est San Martín. San Martín, qui est un général, c'est un militaire, donc début 19e siècle, et c'est lui qui va mener à bien, eh bien cette indépendance, non seulement de l'Argentine, mais d'une grande partie de l'Amérique latine, et donc vous avez son tombeau, qui est un monument national. C'est la raison pour laquelle vous avez deux gardes, regardez au premier plan, voilà donc cette garde républicaine, et puis le tombeau lui-même, vous voyez d'ailleurs complètement recouvert par le drapeau argentin bleu et blanc dans une chapelle qui lui est entièrement dédiée et qui est l'œuvre du grand sculpteur français Albert Ernest Carrier-Belleuse. Celui-là même, ça vous dit certainement quelque chose pour les torchères que vous avez dans le grand escalier de l'Opéra Garnier de Paris. Bref, c'est un sculpteur vraiment très important. Et puis évidemment, vous l'avez reconnu à gauche, le cardinal Jorge Mario Bergoglio, qui maintenant évidemment est pape sous le nom de François, mais qui fut archevêque. Vous avez les dates, hein, vous voyez, du 28 février 98 jusqu'en 2013, archevêque donc de Buenos Aires. C'est l'un des personnages les plus importants en tout cas de l'histoire contemporaine de l'Argentine. Et puis, vous voyez que cette garde, eh bien, on va la suivre à gauche. On a quitté la cathédrale, vous la voyez derrière, hein, bien reconnaissable avec ses grandes colonnades. Eh bien, cette garde va relier justement la cathédrale jusqu'à la Casa Rosada, le siège de la présidence. Et puis, devant cette fameuse Casa Rosada, vous avez la statue que vous avez maintenant à droite pour la photographie. C'est la statue équestre du général Manuel Belgrano. Et comme indiqué, qui est effectivement le créateur du drapeau de l'Argentine. Alors, ce drapeau a été créé en 1812 et officiellement, eh bien, va être pour la première fois présenté en 1816, qui, je vous le rappelle, est la date d'indépendance totale de l'Argentine vis-à-vis de l'Espagne, le 9 juillet 1816. Donc voilà, Belgrano, général, qui est fier eh bien, de montrer le nouveau drapeau, un drapeau qu'on va retrouver d'ailleurs dans d'autres pays d'Amérique latine, ne serait-ce que dans les bandes bleues et la blanche au centre. Et puis en Argentine, on rajoute évidemment ce soleil, Solis, et qui représente eh bien, le dieu Inca Inti.
Le voici de nouveau, ce général Belgrano, alors ici encadré par ce regroupement de celles que l'on appelle les mères de la place de Mai. Il faut savoir qu'entre 1976 et 1983, eh bien, il y a à la tête de l'Argentine une dictature militaire. Alors les chiffres là évidemment vont varier suivant les sources que vous allez peut-être trouver, mais on estime qu'il y a plus de 30 000 disparus et on comprend le désarroi et la tristesse profonde ressentie par ces mères qui ont perdu et qui ont leurs enfants disparus et qui très régulièrement venaient sur la place, d'où les châles que vous avez sur le sol. Vous voyez, j'ai grossi volontairement ici sur la partie centrale de la place. Vous avez au sol eh bien, des châles blancs que ces mères de mai eh bien, ont sur la tête. Donc c'est vraiment un symbole très fort, très puissant, toujours vivace quand vous allez à Buenos Aires, même si depuis le gouvernement Kirchner, il y a vraiment une volonté du pouvoir politique eh bien, d'avoir une réconciliation, une explication vis-à-vis de cette période terrible et vraiment très triste. Et puis voilà, justement, la place elle-même, vous retrouvez ces magnifiques palmiers, je vous rappelle, offerts par le Brésil. Vous avez évidemment ces torchères qui donnent beaucoup d'élégance. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'architectes européens qui vont travailler à Buenos Aires, beaucoup d'Italiens, des Français. Donc, on va retrouver parfois eh bien, des réminiscences européennes au sens large dans la plupart des bâtiments. Au centre, vous avez la fameuse pyramide de Mai. Alors, c'est plutôt un obélisque qu'une pyramide, mais c'est le nom qu'on lui donne avec une statue allégorique la surmontant. Elle a été restaurée il y a à peine un an et donc qui commémore la révolution de mai 1810. Pour bien comprendre, effectivement, il faut remonter à 1808 en Europe. Que se passe-t-il à cette époque-là? Eh bien, nous avons Napoléon, on en parle beaucoup actuellement, c'est l'actualité, Napoléon Ier, et qui, avec la tête de son armée, va prendre possession d'une grande partie de l'Europe et de l'Espagne. En 1808, eh bien, c'est Ferdinand VII qui va abdiquer en faveur du frère de Napoléon qui s'appelle Joseph. Bien évidemment, beaucoup de pays qui étaient sous la tutelle de l'Espagne eh bien, vont discuter et puis vont refuser eh bien, d'obéir à Joseph, ce nouveau roi sorti de nulle part. Et donc, vous avez ce qu'on appelle la Grande Junte qui va être fondée à Buenos Aires et un soulèvement, une révolution qui va eh bien, perdurer du 18 au 25 mai 1810 et qui va voir la démission de Cisneros, qui était le vice-roi, le représentant de la couronne espagnole dans le fameux Cabildo. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de références au mois de mai. Il y a l'avenue des Maillots et la place de Mai 1810. Donc c'est une révolution, mais il faudra attendre, vous l'avez noté tout à l'heure, 1816 pour voir l'indépendance officielle de l'Argentine le 9 juillet. Voici la fameuse Casa Rosada, le palais de la présidence argentine. Alors c'est un bâtiment, vous voyez, qui n'est pas si ancien que cela, 1898. Vous avez toujours l'immense drapeau argentin qui flotte au-dessus. Et ce bâtiment a été inauguré par un président qui est très connu en Argentine. C'est l'un des rares qui a eu 2 mandats, c'est le président Argentino Roca. Roca, c'est vraiment le personnage, là aussi avec différentes facettes, à la fois moderniste et à la fois très conservateur. C'est lui qui va récupérer une grande partie des grandes terres de la Patagonie au sud, qui va moderniser les institutions, mais qui va avoir une main de fer, surtout avec la population amérindienne. Donc voilà ici ce palais présidentiel, alors qui est en fait au niveau de l'architecture éclectique. Et vous avez donc ces 2 bâtiments. À droite, c'était l'ancienne poste, et puis à gauche, il y avait le palais du gouvernement. Et donc, Roca veut un palais présidentiel à l'image de son autorité, de son pouvoir, donc un immense palais. Et l'architecte eh bien, va réunir le bâtiment de droite et le bâtiment de gauche avec cette grande arc que vous avez au centre. Et voilà pourquoi, au niveau de l'architecture, il y a vraiment 2 aspects. Quand vous regardez ne serait-ce que les fenêtres, eh bien, on a vraiment 2 architectures différentes. Alors, pourquoi rose? Alors, non seulement vous avez la référence et la comparaison avec la Maison Blanche de Washington, mais de façon beaucoup plus nationaliste. Il y a plusieurs versions, mais la version la plus communément admise, eh bien, c'est cette
utilisation que l'on a de la chaux avec de la couleur rouge qui est confectionnée à base de sang de bœuf. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ça donne cette couleur un petit peu rose. Et puis d'un côté un petit peu plus imaginaire, eh bien, on a souvent voulu voir cette unité entre ces deux groupements politiques, des unitaires, on en a fait le blanc comme symbole, et les fédéralistes avec le rouge comme couleur. Si on mélange le rouge et le blanc, on obtient du rose. Mais voilà, mais retenez surtout que c'était une pratique tout à fait commune à l'époque de faire de la chaux et de pouvoir la fixer avec du rouge sang de bœuf. Donc voilà, ça c'était la Casa Rosada. Alors à côté de la Casa Rosada, vous avez ce grand et imposant bâtiment qui est des années 1940, qui n'est pas si ancien que cela, et donc vous avez le siège de la Banque de la Nation argentine. Alors là aussi, c'est un bâtiment qui est très important. On n'a pas oublié, bien évidemment, la grande crise qui a bouleversé toute l'économie et les finances de la puissante Argentine entre 1998 et 2002 principalement. Donc c'est la grande récession. Et à l'intérieur de cette banque, vous avez un petit musée, d'ailleurs au premier étage, que je vous conseille quand vous allez en Argentine à Buenos Aires et qui vous montrera l'une des plus belles collections au monde de numismatie, la collection des pièces. C'est vraiment de toute beauté et très intéressant pour la rareté des pièces qui sont exposées. Et puis nous continuons notre pérégrination toujours dans ce quartier central. Alors un petit peu comme dans les grandes villes justement européennes, on n'est pas loin de la Grande Via qu'on peut trouver à Madrid par exemple. Eh bien vous avez ces grandes avenues qui font des kilomètres de long. La plus longue, on la verra tout à l'heure, elle fait 4 kilomètres. Là vous avez une moyenne de 2 à 3 kilomètres. Celle-ci c'est la diagonale Norte. Et vous avez bien évidemment ces grands bâtiments qui ne sont pas sans rappeler également les façades et l'élégance que l'on a à Paris dans l'architecture haussmannienne, mais également à Madrid, qui sert aussi bien évidemment de par son lien historique avec l'Espagne. Et nous allons prendre une autre rue, une autre grande avenue pour aller à l'intérieur du mythique et de l'intéressant Café Tortoni. Alors, le Café Tortoni, c'est la grande institution que vous avez à Buenos Aires, qui se trouve sur la grande avenue des Maillots, qui relie justement la place de Mai avec le palais présidentiel jusqu'au palais du Congrès. Et donc, c'est une artère vraiment vitale sur lesquelles, eh bien, nous avons de grandes institutions. Ce café, comme vous le voyez, a été fondé en 1858 par un Français qui s'appelle Touhan. Et c'est Touhan qui va commémorer un café Tortoni qui se trouvait avant cette date-là, eh bien à Paris. Il va transporter le nom, il va le réhabiliter, et c'est la raison pour laquelle eh bien l'intérieur n'est pas sans rappeler tous ces cafés que l'on avait à Paris, que l'on a encore, mais qui, vous voyez, ont gardé quand même ce lustre, cette patine du temps. Alors bien évidemment, ces colonnes et ces murs ont vu passer la plupart des grands intellectuels de cette époque, c'est-à-dire fin 19e, début du 20e. Vous avez Fangio qui est passé par là, vous avez Carlos Gardel, la musique évidemment du tango argentin, beaucoup d'intellectuels, vous avez Rubinstein, vous avez également Federico Garcia Lorca, Albert Einstein, Juan Carlos plus récemment, bref, toutes les grandes personnalités intellectuelles, politiques et culturelles sont passées par les murs du café Tortoni. Donc bien évidemment, il y a souvent la queue à l'extérieur, mais en tout cas avec un petit peu de persévérance, eh bien on rentre vraiment dans une parenthèse évidemment temporelle. Et puis, en parlant évidemment de café, je ne pouvais pas résister à la tentation de vous présenter la gastronomie argentine. Alors, au lieu de vous montrer des photos qui ne sont pas très esthétiques, il faut bien le reconnaître, de la viande, eh bien, j'ai choisi ce tableau qui représente eh bien, El Asado. Vous savez peut-être que l'assado, c'est vraiment la façon de cuire la viande traditionnelle. Il y a différentes façons d'assado, mais assado, c'est le rôtissage. Et vous l'avez au premier plan avec ce gaucho à droite, avec cette grande capeline, avec ce couteau. Regardez l'importance donnée par le peintre au couteau. Et puis cette jeune demoiselle habillée en bleu qui présente dans sa main gauche eh bien, l'autre grand symbole de ces traditions, c'est le maté. Et ce maté, évidemment, ce n'est pas qu'une boisson
c'est une boisson évidemment énergisante, mais c'est un mode de vie, c'est une façon évidemment eh bien, de communier avec d'autres personnes, c'est un échange, c'est un moment suspendu avec lequel eh bien, on va partager sa vie, partager ses émotions. Alors voilà, le fameux maté. Alors quand vous allez en Argentine et au Chili, vous voyez évidemment beaucoup de personnes dans la rue avec le maté, avec leur thermos, vous avez de l'eau chaude, et régulièrement, eh bien, on verse de l'eau chaude dans cette espèce de petit mélange de mixture, vous voyez, d'herbe. Cette herbe, c'est le yerba maté. Vous voyez que c'est une origine assez ancienne, c'était les Amérindiens Guarani qui préparaient cette infusion, qu'on compare un petit peu à du thé, mais c'est beaucoup plus compact. Il y a simplement, vous voyez, hein, cette petite bombilla qui permet eh bien, de boire avec cette paille et on la partage avec évidemment ses amis, sa famille. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose de traditionnel. Et puis, on est toujours sur cette grande avenue, hein, l'avenue des Maillots. Alors là, vous avez des bâtiments qui sont plus beaux les uns que les autres. Et parmi ces bâtiments, j'ai choisi le Palacio Barolo. Alors, ce Palacio Barolo, il a une histoire assez étonnante, ne serait-ce que dans son architecture. Vous voyez qu'il y a cette grande tour centrale, vous avez une belle façade, et en fait, il y a beaucoup de symbolisme et d'ésotérisme, on pourrait dire, à l'intérieur de ce palais qui a été édifié, comme vous le voyez, entre 1919 et 1923 par un architecte italien qui s'appelle Mario Palenti. Et Mario Palenti, eh bien, de répondre au desiderata de Luis Barolo, qui est un magnat du textile à l'époque. Ce Mario Palenti, c'est un amoureux inconditionnel d'un certain Dante Alighieri. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'architecture, beaucoup de symboles vont se mettre à l'intérieur de ce bâtiment. Alors vous avez là les symboles, vous avez 100 mètres de hauteur qui correspondent aux 100 chants de la Divine Comédie, vous avez 3 niveaux du bâtiment qui correspondent évidemment aux 3 sections de ces livres entre l'enfer, le purgatoire au milieu et le paradis tout en haut de cette tour. Bref, beaucoup de symboles à l'intérieur. Et puis justement, lorsqu'on va tout en haut de la tour de ce palais, eh bien voilà la vue qui se dévoile à nos pieds. Et il faut savoir que cette tour eh bien, servait également de phare et qu'il y avait à Montevideo ce que l'on appelle le Palacio Salvo, de l'autre côté à plusieurs kilomètres, et qui pouvait évidemment se faire écho. Il y a 300 000 bougies qui sont toujours en état de marche. Si on voulait le faire, on pourrait, mais qui maintenant ne fonctionnent plus, mais qui sert de phare. Vous imaginez la portée vraiment très importante de ce phare. Donc voilà, je vous invite maintenant à découvrir la vue magnifique sur toute cette partie de Buenos Aires et vous apercevez, encadré par ces arbres, eh bien, la place du Congrès. C'est l'une des places les plus importantes en termes de taille. Là aussi, ce sont 2 places qui ont été réunies et le grand bâtiment qui flanque l'ensemble, c'est le fameux Palais du Congrès. On va se rapprocher pour aller voir tout ça de plus près et regarder qui on trouve, qui nous accueille avec beaucoup de pensée. C'est le fameux penseur de Rodin. Je vous le rappelle que vous avez plusieurs versions, si ma mémoire est bonne, à peu près 5 versions, d'après le moule originel, évidemment, de Rodin. Eh bien, on en a fait 5 sculptures. Vous avez celle-ci, qui est donc tirée du moule d'origine de Rodin, et qui est située sur la place. Juste à côté, vous avez le kilomètre zéro de Buenos Aires, et puis à l'arrière, vous avez cette immense fontaine avec ses groupes sculptés et puis évidemment cette grande coupole ici vert de gris avec cette institution qui représente eh bien, le pouvoir législatif argentin. Donc voilà de nouveau cette photo qui vous montre bien au premier plan la fontaine, qui symbolise eh bien, le modernisme, l'élan évidemment dirigé vers l'avenir. Et les sculpteurs évidemment se sont inspirés là des sculptures de Dalou pour la place de la Nation à Paris. Et puis évidemment cette grande coupole n'est pas sans rappeler eh bien, le Capitole que vous avez à Washington. Et entre ce bâtiment du Congrès et la Casa Rosada, qui sont vraiment face à face, séparés simplement par la grande avenue de Mai, eh bien, il y a 2 kilomètres entre le pouvoir exécutif et le pouvoir ici législatif.
Alors, c'est un bâtiment vraiment exceptionnel. Et là aussi, quand on a de la chance d'aller tout en haut du Palazzo Barolo, on peut voir le coucher de soleil qui, évidemment, fait vibrer toute cette architecture et où on sent toute la torpeur apparaître de la ville elle-même de Buenos Aires. Et puis maintenant, on va rentrer dans un bâtiment que j'aime beaucoup et qui est toujours un petit peu l'effet inattendu lorsqu'on se promène dans cette partie toujours de Buenos Aires, c'est ce qu'on appelle El Ateneo. Alors ce bâtiment, il est assez important, comme vous voyez, une taille assez conséquente, et vous avez reconnu l'architecture d'un théâtre. Effectivement, il a été fondé en 1919 par un émigré d'origine autrichienne qui s'appelle Glucksmann. C'est un théâtre qui se trouve sur l'avenue Santa Fe à Buenos Aires et qui s'est transformé assez rapidement en antenne de radio. C'est là où on a enregistré pour la première fois les chansons, les musiques de Carlos Gardel, encore une fois, le père, on va dire, musical du tango argentin. Et puis après, de cette fonction de radio, on va en faire un cinéma. Et puis, dans les années 2000, c'était à l'abandon. Et donc, c'est le grand groupe, justement, un peu l'équivalent, on va dire, de la FNAC, qui va reprendre ce bâtiment pour en faire un lieu, vous voyez, où on peut acheter des livres, on peut écouter de la musique. Vous avez l'ancienne salle, justement, l'endroit où vous avez tous les rideaux, justement la scène où se trouve maintenant un petit café. Et vous voyez qu'on a gardé l'architecture, on a gardé également les peintures au plafond. Bref, c'est vraiment un endroit assez surprenant. Et puis, autre endroit, évidemment, là aussi très important dans tout ce qu'il y a pour cette activité culturelle, c'est le fameux théâtre Colonne. Le théâtre Colomb, qui a été édifié en 1908. Et il faut savoir qu'initialement, ce théâtre, c'était à l'emplacement de l'ancienne banque. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu sur la place de Mai la banque d'Argentine. C'était là où se trouvait initialement le théâtre. Et puis, évidemment, on manquait de place. On avait évidemment besoin d'un lieu très important pour la banque. On a donc déménagé le théâtre en lieu et place où il se trouve actuellement sur l'avenue du 9 juillet. Alors vous avez un bâtiment qui est un bâtiment assez important. C'est l'une des salles les plus imposantes au monde pour la plupart des opéras. Il y a une acoustique également exceptionnelle. Donc voilà l'intérieur. Vous avez une taille gigantesque, 7 niveaux. On peut faire tenir 3000 spectateurs à l'intérieur, entre les places assises et les places debout. Et c'est un magnifique salle, vous voyez, en fer à cheval à l'italienne. Alors, vous voyez des dimensions également assez imposantes, 35 mètres de profondeur, 34 mètres de large pour la scène. Et puis, vous avez là aussi, je vous l'ai dit, une acoustique vraiment considérée comme l'une des plus importantes et des plus harmonieuses au monde. On met au même niveau le théâtre Colonne de Buenos Aires qu'avec la Fenice ou qu'avec la Scala ou l'Opéra Garnier. C'est vous dire évidemment l'importance, que ce soit pour les spectateurs, pour tous les mélomanes, mais également pour les chanteurs qui prennent beaucoup de plaisir à aller se représenter sur la scène de ce théâtre. Alors, c'est un théâtre qui, juste après son inauguration, donc en 1908, va connaître un attentat qui a été perpétré en 1910. Une bombe va exploser à l'intérieur et vous avez un témoin de cet attentat, un témoin privilégié qui n'est autre que Georges Clemenceau, qui se trouvait à cette époque-là et qui nous raconte tout ceci avec beaucoup de détails dans les lettres que l'on peut évidemment découvrir encore actuellement. Et puis en 2010, il y a une grande restauration qui a été menée aussi bien sur la partie extérieure que pour la salle elle-même. Et donc c'est avec la Bohème qu'on va réouvrir ce grand théâtre Colomb. Alors à l'intérieur, dès qu'on a la possibilité, on peut se promener et puis on lève la tête pour aller soit découvrir la coupole du foyer que vous avez à gauche, une magnifique verrière, ou alors d'aller découvrir à 28 mètres de hauteur la salle principale, comme vous le voyez, couronnée par la coupole qui a été réalisée par un peintre argentin qui s'appelle Raoul Soldi dans les années 60. Vous voyez la taille imposante de la salle et de cette coupole peinte. En tout cas, c'est un petit chef-d'œuvre, un petit bijou qu'il ne faut surtout pas rater lorsque vous allez à Buenos Aires. Et puis toujours sur cette grande avenue, là où se trouve le théâtre, voilà, peut-être la plus imposante de ces avenues de Buenos Aires, c'est l'avenue du 9 juillet. Alors,
Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la date d'indépendance de l'Argentine, hein, le 9 juillet 1816. Voilà pourquoi on appelle cette avenue l'avenue du 9 juillet. Alors, vous voyez qu'au centre de cette avenue, qui fait quand même 4 km de long, qui fait 140 mètres de large, et qui est considérée, alors là, c'est une petite guéguerre que vous avez entre Moscou, entre des grandes villes européennes et évidemment Buenos Aires, pour dire quelle est la largeur maximale, en tout cas, eh bien, selon le Guinness des records, c'est effectivement cette grande avenue de Buenos Aires avec 140 mètres de large qui est considérée comme la plus large de la planète. Peu importe cette guerre de chiffres, vous voyez que vous avez au centre l'obélisque. Alors là, c'est un symbole fort, cet obélisque, qui a été, regardez ici, réalisé en 1936. Alors, il n'a suffi que de 31 jours pour monter cet obélisque, qui fait quand même, regardez, 67 mètres de hauteur. À titre de comparaison, c'est à peu près 23 mètres pour l'obélisque sur la place de la Concorde à Paris, ce qui vous donne un peu l'échelle, la taille. Alors, c'est un obélisque qui initialement était recouvert de belles pierres, des pierres à bossage, et il y a eu des anarchistes qui ont endommagé ces pierres. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on a enlevé les pierres et on a remplacé par du ciment lisse. Voilà pourquoi cet obélisque maintenant a cette apparence très lisse. Alors, à l'intérieur, c'est creux. Vous avez un escalier. Et puis, tout en haut, eh bien, vous avez 4 petites fenêtres. Alors, rarissime les occasions de pouvoir monter à l'intérieur, mais quoi qu'il en soit, vous avez en tout cas ce symbole très fort de la nation ici argentine unifiée autour de cet obélisque. Alors il faut savoir que pour la petite histoire, cet obélisque s'installe, vous voyez l'emplacement, il y avait initialement une église qui était dédiée à Saint Nicolas de Bari, et c'est dans cette église précisément eh bien, que Belgrano avait hissé pour la première fois le 9 juillet 1816, le tout nouveau drapeau de l'Argentine. Alors évidemment, sur cette grande avenue, vous avez un bâtiment, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, je vous le remonte juste quelques secondes. Regardez, tout au fond de la photo, vous avez le seul bâtiment qui soit, on va dire, presque au milieu de cette grande avenue. Eh bien, c'est le ministère du Développement social. On aperçoit effectivement une silhouette tout en haut de cette façade. La voici de plus près, et c'est Eva Perón. Evita. Alors Evita est inévitable quand vous allez à Buenos Aires. C'est une figure non seulement évidemment du système politique, mais ça dépasse bien évidemment ce cadre uniquement politique. C'est celle qui va parler aux plus nécessiteux, aux pauvres. C'est celle qui va faire le lien entre l'élite intellectuelle et puis la population en général, les hommes et les femmes, dans une mentalité quand même, il faut le reconnaître, assez machiste dans ces années 40 et 50. Et donc, Evita, la mère du peuple, a d'ailleurs 2 silhouettes sur ce bâtiment. Là, vous avez Evita qui est en train de parler, vous voyez, face à un micro. Donc là, c'est dirigé plutôt vers les quartiers populaires, elle leur parle. Et puis de l'autre côté, je n'ai pas la photo malheureusement, mais vous avez une Evita avec ses beaux colliers de perles, avec ses belles tenues, qui là, évidemment, pose un peu pour l'aristocratie, la haute bourgeoisie argentine que vous avez de l'autre côté. Bref, voilà 2 visages qui sont vraiment indissociables également de l'histoire de l'Argentine. Alors Evita, on va l'apercevoir et on va lui rendre hommage dans le cimetière de la Recoleta. Voilà ici le monument funéraire pour la famille Duarte. Alors là aussi, c'est rocambolesque. Il nous faudrait une conférence uniquement pour évoquer cette histoire du vol, de la capture du cadavre de la pauvre Evita. Pour faire simple, eh bien, lorsqu'elle meurt, le corps va être embaumé d'Eva Perón, et puis ce corps va être capturé, il va être pris en otage par le général Aramburu jusqu'à ce que Aramburu lui-même eh bien, décède. Mais c'était évidemment en attendant que le corps, eh bien, qu'est-ce qu'on allait en faire? Qu'est-ce que ce général allait en faire? Eh bien, initialement, il voulait le cacher, il l'a mis dans une camionnette qui changeait de place pratiquement tous les jours, et puis on l'a ensuite eh bien, envoyé par bateau jusque dans le port de Gênes, là où on l'a évidemment enseveli.
Évidemment, lorsque Aramburu est mort, et c'était dans les années 70, eh bien, les politiques qui voulaient récupérer le corps d'Evita ont fait pression. En échange du corps d'Aramburu, vous nous rendez le corps d'Eva Perón. C'est ainsi qu'on va récupérer le corps d'Eva et qu'on va le mettre, eh bien, dans ce monument funéraire de la famille Duarte. C'est un véritable lieu important de pèlerinage. Vous voyez d'ailleurs le visage d'Eva Perón d'être bien érodé par toutes les mains qui passent régulièrement dans le cimetière de la Recoleta. Alors justement, ce cimetière, vous avez ici l'entrée principale avec ce péristyle à la grecque. Vous avez expectamus dominum, en attendant le Seigneur. Et puis, vous avez évidemment ce grand bâtiment. Vous voyez la date, 1822. C'est intéressant de comparer aussi avec en Europe. Eh bien, c'est à peu près la même date où vous avez l'ouverture du fameux cimetière du Père-Lachaise et qu'on en fait ce qu'il est devenu maintenant, c'est-à-dire le cimetière des personnages illustres connus. Ça sera la même chose avec le cimetière de la Recoleta, qui est considéré à juste titre comme l'un des plus importants d'Amérique latine, l'un des plus beaux également, avec des monuments funéraires où on le visite presque comme un musée à ciel ouvert, comme un jardin également, avec beaucoup d'essence, de jacaranda, de buis, de ifs. Et l'autre grand cimetière que vous avez en Amérique latine, qui est vraiment de toute beauté, complètement différent, c'est le cimetière de Punta Arenas, vraiment au sud. Nous sommes en Patagonie, où là aussi c'est un cimetière assez étonnant, surtout pour la taille des arbres. Donc ici, nous sommes vraiment dans le centre de ce quartier de la Recoleta. Recoleta, vous avez ici un petit medley de différentes images de ce quartier. Eh bien, le nom même de Recoleta vient de la petite église que vous avez en bas à droite et qui rend hommage eh bien, à Notre-Dame du Pilier, Nuestra Señora del Pilar. C'est en fait un couvent des Récollets, ce sont donc des franciscains qui se sont installés dans ce quartier autour duquel maintenant se trouve le grand cimetière. Et il faut savoir qu'au XIXe siècle, c'est le quartier qui est surélevé par rapport à sa géographie et où on pense que l'air est beaucoup plus sain. Et comme vous le savez, au XIXe siècle, il y a beaucoup de maladies qui se propagent, beaucoup de miasmes. Vous avez la malaria, vous avez la fièvre jaune, et donc la haute bourgeoisie, les gens plus fortunés vont se réfugier dans ce quartier qu'on appelle maintenant la Recoleta. C'est la raison pour laquelle c'est un quartier qui est quand même très chic. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'ambassades, il y a également beaucoup de beaux bâtiments, des hôtels particuliers. Vous avez de très grands parcs également, à l'image de cette fleur. Regardez, c'est assez étonnant. Cette grande fleur avec la corolle qui s'ouvre en fonction de la luminosité du soleil. La voici grossie. C'est celle que l'on appelle Floralis generica, la fleur de toutes les fleurs. Alors, vous voyez que le sculpteur s'appelle Eduardo Catalano, c'est un Argentin, et il a proposé à la ville eh bien, de faire un symbole de modernité et de dynamisme. Et effectivement, eh bien, c'est cette fleur. C'est un ceibo, une fleur de ceibo, c'est un arbre emblématique de l'Amérique du Sud et qui évidemment joue avec le soleil. C'est une fleur héliotrope et vous voyez que c'est de l'acier inoxydable, c'est-à-dire que lorsque le soleil se lève, eh bien, la fleur va s'ouvrir progressivement et lorsque le soleil se couche, elle va se refermer. Pendant très longtemps d'ailleurs, elle était un peu en panne d'ouverture et donc on l'a restaurée il n'y a pas si longtemps que cela. Et puis, on va quitter maintenant le Recoleta pour aller dans l'autre quartier, peut-être le plus connu de Buenos Aires. C'est souvent par ce quartier que l'on commence, d'ailleurs, une visite à Buenos Aires. C'est le quartier de la Boca. Alors, la Boca signifie la bouche. C'est en fait sur l'embouchure du Riachuelo que se trouve ce quartier. Alors, un quartier portuaire. C'est là où arrivaient la plupart des porteños. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Buenos Aires, ceux du port. Et donc, c'est un quartier plutôt de dockers, de marins. Bref, c'était un quartier très animé avec des maisons de briques et de broc, il faut bien le reconnaître. C'est de la tôle ondulée, on prend un petit peu ce qui reste des bateaux, on prend les restes de la peinture également, d'où ces maisons très colorées. Un peu comme à Valparaiso, quand vous allez au Chili, à côté de Santiago. Donc vous avez vraiment ce lien entre l'activité portuaire et ce décor qui maintenant eh bien, connaît un renouveau avec évidemment l'attrait des touristes.
pour justement découvrir ce quartier haut en couleurs. La Boca est également connue pour tous les amoureux du football, avec évidemment le grand stade de foot que vous avez en haut à droite. Et dans quelques instants, je vous montre quelques photos justement qui s'y rapportent. Alors maintenant, nous sommes vraiment dans le quartier de la Boca, dans la partie évidemment qui est la plus intéressante pour nous lorsque l'on visite Buenos Aires. C'est quand même un quartier relativement pauvre, il faut bien le reconnaître, avec des habitations qui tombent un petit peu en ruine, mais tout le quartier autour de la rue qu'on appelle Caminito, eh bien, vous voyez, qui a été restauré. C'est un peu, voilà, la bohème, bohème chic maintenant, avec les exposants, les peintres, les artistes, et puis surtout ces façades de toutes les couleurs. Regardez ici, c'est assez surprenant. Tout a été restauré, tout a été évidemment maintenant mis en valeur. Alors, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de petits cafés, et il y a des activités très intéressantes. Voilà ce que l'on appelle Caminito, c'est le nom de cette rue que vous avez ici à gauche principalement, et qui permet de déambuler et de pouvoir profiter parfois d'un pas de tango qui va se jouer devant vous. Parfois, évidemment, eh bien, vous êtes salué par ces immenses statues, vous voyez, qui jalonnent ce quartier. On peut reconnaître Diego Maradona à gauche, Eva Perón au centre en train de saluer, et puis vous avez Carlos Gardel sur la droite, que des personnages emblématiques de l'Argentine. Voilà d'autres façades que je voulais absolument vous montrer, comme la Panaderia de la Madrid. Donc voilà l'ambiance que l'on a, des cafés, des terrasses, que nous sommes pressés de retrouver, évidemment. Voilà ces couleurs un peu douce amère, un peu acide, avec ce rose, ce rouge. Alors, on en prend plein les yeux quand on visite justement ce quartier, pour toutes les couleurs, pour tous les amoureux, évidemment, des façades colorées. C'est vraiment le lieu inévitable pour les photographes, bien évidemment. Il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi photographier. Et puis, pour les photographes, attention, il y a souvent des panneaux qui vous disent de ne pas photographier, par exemple. Vous avez ici la pancarte que tient d'ailleurs le pape François, c'est lui que vous avez à gauche. Vous avez Diego Maradona avec son ballon entre les jambes. Donc voilà les figures peut-être qui symbolisent les deux visages de l'Argentine, où le football est comme une religion pour le peuple argentin. Et puis voilà justement ce que je vous disais, la Boca, c'est également un quartier populaire, c'est un quartier plutôt de gauche, et c'est un quartier qui est rentré dans une grève générale en 1882, à tel point qu'un peu comme la Commune de Paris, vous aviez ici une république, vous voyez, Repubblica della Boca, qui s'est voulue indépendante avec de nouveaux principes, et qui ont même été jusqu'à sortir le drapeau génois. Et oui, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent d'Italie, de Gênes en particulier, et qui vont justement protester et faire cette indépendance, cette république génoise en plein cœur de Buenos Aires et de l'Argentine de l'époque. C'était sans compter le soulèvement et surtout l'intervention militaire très forte et très dure du fameux président Roca, qui lui-même personnellement viendra déposer et enlever ce drapeau génois. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un quartier où justement on sent cette énergie toujours très importante qui parcourt toutes ces rues. Et voilà justement, petit clin d'œil pour tous les amoureux du football en Argentine. C'est vraiment quelque chose de très important. Voilà le fameux club Atlético Boca Junior, Maradona, on en a parlé lors de son enterrement, avec beaucoup de porteños qui sont sortis dans la rue pour lui rendre un dernier hommage. Et puis voilà le fameux maillot argentin, on peut penser à Lionel Messi en particulier pour les footballeurs contemporains. Et puis évidemment, dans ce quartier de Caminito, vous avez une autre attraction, et alors là, c'est vraiment toute l'âme de l'Argentine qui s'y dévoile, c'est le tango. Le tango qui est une danse, qui est une musique également, qui aura ses noms célèbres et qui aura évidemment ce lien parfois très sensuel, parfois conflictuel, ce tango qui est né dans les bas-fonds de Buenos Aires entre 1850 et 1900, qui initialement d'ailleurs est né chez les marins. C'est les marins qui dansaient entre hommes et qui progressivement est sorti de ce milieu plutôt de ragazzi, de mauvais garçons, pour aller évidemment dans les rues, et maintenant qui est l'émanation même de l'âme argentine. Le tango se pratique partout. Là, vous êtes sur l'avenue du 9 juillet, vous voyez, on devine l'obélisque derrière ce B que vous avez, un B et A, Buenos Aires. Vous voyez donc ici quelques danseurs qui sont vraiment
satisfait de pouvoir faire quelques pas devant tous les spectateurs qui y assistent. Et puis le tango, on le retrouve dans le quartier San Telmo. C'est là où je vous emmène maintenant. San Telmo, c'est le petit quartier qui se trouve aux portes de la Boca. Et voilà à droite, regardez, celui qui est vraiment la voix du tango, c'est Carlos Gardel. Vous voyez ces dates, 1890-1935. Eh bien, c'est vraiment le personnage le plus important, celui qui va mettre en musique, en chanson, ses pas de danse, à la sensualité évidemment assumée. Il est d'origine toulousaine. C'est un Toulousain qui va évidemment euh, faire succès dans toute l'Argentine et dans toute l'Amérique latine. Voici quelques images de San Telmo où on a évidemment une population de toute origine, beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup de Russes, d'où cette église avec les coupoles que vous avez en haut à gauche. Vous avez de très beaux jardins, de très beaux parcs. Et puis vous avez le tango, regardez les pas assez acrobatiques. C'est effectivement des danseurs qui s'oublient le temps d'une danse. Et puis à droite, voilà le quartier, le cœur battant de San Telmo avec ses exposants, ses antiquaires, et avec ses rues piétonnes pleines de charme, à l'image de l'emblématique Plaza d'Orrego. Alors c'est vraiment là où généralement on a beaucoup de plaisir à flâner, à déambuler, à prendre un petit peu de temps pour apprécier les antiquités de l'Argentine. On retrouve des antiquités européennes, américaines. Bref, c'est un véritable bric-à-brac. Vous voyez l'architecture typique coloniale qui a été miraculeusement conservée dans ce quartier. Donc là, vous avez maintenant des boutiques un peu à la mode. Vous avez également quelques petits cafés vraiment très sympathiques. Donc voilà, tous les dimanches se tient la feria de San Telmo, la fête de San Telmo. Vous voyez des antiquités et de curiosités. Et puis, dès qu'on pénètre à l'intérieur de ces petits patios, là, on est transporté d'un seul coup dans un vent historique et vous voyez que vous avez les petites boutiques au rez-de-chaussée. Quand vous montez, vous avez les petits cafés, les petits restaurants. En tout cas, voilà, c'est beaucoup de plaisir de pouvoir déambuler dans ce quartier San Telmo qui a gardé son charme, même si c'est très vivant. Vous voyez que tout n'a pas été restauré. Tout a été, on va dire, mis en place pour garder cette âme qui est quand même assez perceptible, même encore aujourd'hui. Et puis, petite incursion, on quitte San Telmo. Là, j'ai fait une petite parenthèse volontairement pour aller au Musée national des beaux-arts. Alors, c'est un des musées les plus importants d'Amérique latine qui a une collection vraiment exceptionnelle d'artistes européens, d'artistes argentins, bien évidemment. Vous avez des Renoir, des Sisley, des Gauguin, bref, tous ces grands noms de la peinture européenne et les grands noms de la peinture argentine. Et ce musée a déménagé dans les années 30 et vous voyez qu'il s'est installé dans ce qu'on appelle la Casa de Bombas, c'est-à-dire la maison des pompes. C'était là où on va traiter l'eau de Buenos Aires pour la rendre potable, d'où ce bâtiment avec une architecture assez étonnante qui n'a pas été édifiée pour accueillir un musée, mais pour être une usine évidemment hydraulique. Et puis nous continuons avec le dernier quartier, comme je vous le disais en introduction. C'est un quartier ancien, mais qui a maintenant une visée futuriste. C'est Puerto Madero. Alors Puerto Madero, c'est maintenant 6700 habitants à peu près, donc c'est pas très peuplé pour le moment. Il faut savoir que c'est un port qui a été édifié à la fin du 19e siècle. On est dans les années 1887-97. Pendant 10 ans, on va faire de grands travaux et ce projet a été porté à bout de bras par un certain justement Madero, d'où le nom de ce quartier Madero. Voilà ici une image assez éloquente. Vous voyez à droite les anciens docks, les anciens bâtiments qui sont évidemment du 19e siècle. Et puis à gauche, leur faisant face, voilà le quartier d'affaires financier, nouvelle image de Buenos Aires. Voilà donc ce quartier vu d'au-dessus. Voilà ces tours qui poussent comme des champignons. Et voilà ce projet qui a été initié par Eduardo Madero, qui est un grand commerçant, et qui avait proposé 3 projets au président Roca, toujours le même, très important à la fin du 19e siècle. Et donc, c'est le 3e projet qui va
voir le jour. Ce projet, c'était en fait pour faire venir les bateaux, qui sont des gros bateaux et qui ne pouvaient pas jusque-là, eh bien, accoster à la Boca. C'était relativement peu profond, donc les grands bateaux s'arrêtaient au large et débarquaient les marchandises ou les passagers par des espèces de petits containers. Donc, ce n'était pas pratique du tout. C'est la raison pour laquelle il y a un grand projet de faire un port pour les grands porte-conteneurs et les paquebots. C'est le projet que vous avez sous les yeux. Mais c'était sans compter eh bien, que les paquebots allaient devenir de plus en plus grands et au bout de 10 ans seulement, eh bien, le quartier devient obsolète. Il va être à l'abandon pendant des années et il faut attendre les années 90, 1990, pour qu'il y ait justement cette réflexion de ce que l'on allait faire de ce quartier. Et évidemment, les gratte-ciels commencent à pousser. Et là, patatras, c'est en 98 que se déroule encore une fois cette fameuse crise financière qui va mettre un frein à ce développement, mais qui va reprendre au début des années 2010 principalement. Donc maintenant, c'est un quartier où vous avez une vision assez moderne. Vous avez quand même quelques héritages historiques à l'image de ce grand bâtiment que vous avez à l'arrière. Vous avez ce bateau. Alors, c'est un bateau musée maintenant. C'est le fameux Sarmiento, du nom d'un président de l'Argentine, et qui était le premier trois-mâts qui était un navire-école de la marine argentine. C'est un fleuron, c'est un symbole très fort de cette marine argentine qui maintenant est un lieu assez intéressant à visiter. Et vous voyez derrière, en briques, la réhabilitation des anciens docks, justement, en café, restaurant, discothèque, un peu comme dans beaucoup de villes qui redécouvrent un petit peu leurs docks. Et voilà ce quartier qui maintenant est dirigé vers l'avenir avec ses grandes tours, symbole évidemment de ce dynamisme financier, économique, et le Puente de la Mujer, le pont de la femme. Il faut savoir qu'il y a carrément un quartier où vous avez que des noms de rues et de parcs en référence à des femmes. Donc c'est assez intéressant comme politique menée. C'était à l'époque de la présidente justement Kirchner qu'on a développé ce projet. Et le pont de la femme, je vous le montre avec cette très belle image où vous avez le bateau Sarmiento à gauche, où vous avez le pont de la femme bien mis en valeur par l'éclairage. Vous voyez, l'architecte, le sculpteur, eh bien, c'est Santiago Calatrava, qui est vraiment de renommée internationale. C'est à lui que l'on doit l'aéroport, par exemple, de Lyon-Satolas. Vous avez également la nouvelle gare de New York, c'est lui. Bref, c'est un artiste qui a œuvré dans beaucoup de pays et qui a réalisé ici une œuvre vraiment magistrale de simplicité. Et c'est un pont qui comme un pont à haubans, vous voyez ces grands fils, et qui permettent eh bien, de faire passer les bateaux en tournant. Donc vous avez un pont tournant et deux autres parties qui sont fixes. Et puis voilà cette vue justement sur Puerto Madero, vue nocturne. Et il faut savoir que c'est un des quartiers les plus chers actuellement. Donc il est passé en quelques années seulement du quartier délabré où personne ne voulait habiter au quartier peut-être le plus cher. Par exemple, c'est là où vous avez Lionel Messi qui a investi pour un penthouse. Vous avez des appartements à plusieurs millions de dollars. Bref, vous avez ici le quartier qui est en train de grandir vraiment à vue d'œil. Et d'ailleurs, vous avez le tram qui va se mettre sur les anciennes rails et qui est donc français. C'est un tram français qui est en train d'être élaboré sur place. Donc voilà, en tout cas, vous voyez que l'Argentine et Buenos Aires, bien évidemment, a beaucoup à offrir, avec des quartiers, avec des caractéristiques qui sont vraiment différentes, mais bien complémentaires. En tout cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous aujourd'hui, de pouvoir justement eh bien, déambuler à Buenos Aires, une ville que j'affectionne tout particulièrement. En tout cas, merci pour votre écoute encore une fois et sur l'ensemble de ces conférences. Et puis les autres qui vont arriver, eh bien, nous avons Blandine Gauthier qui va nous parler des trésors des anciennes cultures Paracas et Nazca le vendredi 7 mai à 16h. Ensuite, nous avons rendez-vous avec Christine Bousquet le lundi 10 mai à 16h pour nous parler de la Hanse. Et puis enfin, Barbara Lepêcheux qui nous parlera mardi 11 mai du Mucem de Marseille, l'emblématique Mucem. Et puis, je vais vous laisser maintenant avec un petit fond musical. J'ai réussi à trouver quelque chose d'assez léger et en même temps d'assez enlevé. C'est un tango avec quelques belles illustrations de Buenos Aires. Merci encore une fois pour votre écoute et à très bientôt.
Buenos Aires, en el puerto de Santa María del Guanay. Merci encore une fois et à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver.